En 1992, j'étais un pauvre étudiant en fac, en pleine deuxième année de mon licence d'informatique. Mes cours consistaient principalement en maths et informatique. J'apprenais des langages comme le C, et je suivais des cours sur le graphisme ordinateur et les mathématiques discrètes. Oui, tu t'en doutais, j'étais un geek. Sur le campus, on avait des salles informatiques remplies de stations de travail Unix et des PC Beti-66 et 3T86 sous MS-DOS et Windows. À la maison, je n'avais pas de PC personnel. J'avais une Amiga, précisément une A500. Mon histoire avec cette machine à la maison est bien connue de ceux qui me suivent depuis longtemps. C'était la seule machine que j'ai vraiment sentie indispensable. Cette A500 était modifiée avec une carte accélérateur, plus de RAM et un disque dur de 40 mots. Elle pouvait faire du multitâche, émuler à la fois un Mac et un PC, et même lire mes disques formatés pour ces machines utilisées à l'école. En 1992, l'Amiga était toujours très populaire, avec sa nouvelle ligne, la 1200, qui introduisait le chipset AGA. Processeur plus rapide, plus de couleurs, plus de RAM et un disque dur intégré. Mais malheureusement, ce n'était pas vraiment la mise à jour tant attendue. Je voulais quand même en avoir une, bien sûr, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir une légère déception. Pourtant, en 1992, que tu aies ou non passé à l'Amiga 1200, tout le monde jouait à des jeux incroyables, Apega, un shoot 'em up horizontal fantastique qu'on pouvait comparer à R-Type dans les salles d'arcade. Pinball Dreams, un jeu de flippé techniquement brillant avec une physique réaliste. Eye of the Beholder 2, un excellent donjon crawler où l'on combat des monstres dans le château de Darkmoon. Flashback, ce platformer science-fiction en 2D rotoscopé issu du génie narratif de Delphine Software. Et Populous 2, la suite encore meilleure du jeu original de Peter Molineux. Il y en avait plein d'autres bien sûr, mais ceux-ci ne sont que quelques exemples phares. Si tu possédais un Amiga en 1992, le niveau était énorme. Tu riais encore de tes amis qui avaient des PC. Mais ces temps heureux n'ont pas duré longtemps. En mai 1992, le PC se lève et assomme l'Amiga d'un seul coup. Wolfenstein 3D sort le 5 mai 1992. C'était il y a plus de 32 ans. Le choc a traversé tout le secteur, développé par id Software. Soudain, le PC fait ses preuves et se prend au sérieux comme une vraie machine à jeu. Bien sûr, Wolfenstein ne rendait pas du vrai 3D à notre époque. Il utilisait un système de recasting et des sprites bidimensionnels pour créer l'illusion d'un monde en 3 dimensions. Mais ses performances sur un PC haut de gamme de l'époque, comme le GOMI 86, étaient impressionnantes. À l'époque, beaucoup sur les forums Amiga disaient que Wolfenstein trichait, que l'Amiga aurait encore l'avantage grâce à sa capacité à afficher des vecteurs et faire du vrai 3D. Mais c'était surtout un moyen de s'accepter la réalité. l'IBM-PC avait réussi, sans puce personnalisée autre que quelques cartes son exotiques, à prendre le pas sur l'Amiga. Et soudain, 1992 marque le début de la fin. On l'a su plus tard quand Commodore a déclaré faillite en 1994 après avoir perdu 375 millions de dollars cette année-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Comment le PC est-il devenu une machine à jeu si efficace du jour au lendemain ? Et comment a-t-il écrasé tout l'élan que l'Amiga pouvait avoir en 1992 ? Eh bien, c'est grâce au mode d'écran VGA Tracer du PC. Le PC n'a pas de BT ni de sprite matériel, mais il dispose d'un mode permettant d'allouer un tampon vidéo, frame buffer, de 320 200 pixels et de placer des pixels issus d'une palette de 256 couleurs dans ce tampon, avec seulement un accès mémoire par pixel. On appelle aussi ce mode le Chunky Mode. Si on reprend l'exemple des pixels affichés au hasard, ici on définit le mode écran en 13 heures. Cette boucle trace des pixels avec une couleur aléatoire sur n'importe quelle position grise de l'écran. De nos jours, les frame buffers sont la norme. Des API graphiques comme Opengl, DirectX ou Vulkan permettent aux développeurs d'utiliser ces frame buffers facilement. L'Amiga, lui, fonctionnait différemment. Il utilisait des bits planes. Concrètement, pour dessiner sur l'Amiga, il faut une palette de couleurs définie à l'avance. Par exemple, pour 16 couleurs, on a besoin de 4 bits planes, car chaque bit plane représente un 0 ou un 1. Pour 32 couleurs, c'est 5 bits planes. C'est ce qu'on appelle le mode planaire. L'Amiga était une bête en 2D. Il pouvait faire des choses incroyables, comme tracer et remplir des lignes rapidement grâce au blitter. Mais dessiner des graphismes chunky y excellait moins. Prenons un exemple. Avec une palette de 16 couleurs et 4 bits planes, pour afficher un seul pixel rouge, le matériel doit lire chaque bit plane un par un. Il faut 4 opérations juste pour calculer la couleur d'un seul pixel. Et cette opération se répète à chaque fois qu'on dessine quelque chose à l'écran. À l'époque, on disait couramment que l'Amiga 500 ne pouvait pas lancer Wolfenstein. Il n'avait pas assez de couleurs, pas de mode chunky natif et, surtout, sa puissance de calcul à seulement 7,14 MHz semblait insuffisante. Même avec ses puces personnalisées, cela paraissait impossible, et ça allait rester pendant des années. Quelques tentatives ont été faites pour prouver le contraire. Certains jeux commerciaux ont essayé d'imiter un moteur de recasting avec des résultats plus ou moins satisfaisants. Des développeurs aguerris ont mis au point des routines rapides en 2 plans, et la scène démo a montré ce qui était possible. Mais tout cela ne convenait pas vraiment à l'Amiga 500 et son processeur 16 bits.
Alors, publicisateurs de jeux, codeurs de démos et amateurs se sont tournés vers l'Amiga 1200. Plus rapide grâce à son processeur 32 bits 680-20, son bus 32 bits élargi et son chipset AGA amélioré. Beaucoup pensaient que l'Amiga 1200 pourrait faire tourner Wolfenstein 3D, mais cela n'est jamais arrivé officiellement. En fin d'année 1993, id Software a publié Doom. L'Amiga n'avait toujours pas Wolfenstein, mais il offrait une grande expansibilité. Les cartes d'accélération devenaient moins chères et très populaires. Les meilleures étaient les cartes 6130, cadencées à 33 ou 50 MHz. Si tu avais les moyens, tu pouvais même acheter une carte 6140 ou même 6600, qui coûtait des milliers de dollars. Mais il y avait encore mieux, les cartes graphiques dédiées appelées RTG, Retargetable Graphics. Ces cartes déchargeaient le processeur principal du travail de rendu graphique pour le faire directement sur la carte elle-même. Et le plus cool, la plupart d'entre elles incluaient nativement le mode chunky. À présent, Wolfenstein 3D et Doom semblaient accessibles. Pourtant, en 1994, John Carmack a déclaré publiquement que l'Amiga n'était pas assez puissant pour faire tourner Doom, pointant du doigt le besoin d'un processeur cher de classe 866-80 et critiquant l'absence de mode chunky. Ça a mis la communauté Amiga en ébullition. Beaucoup pensaient qu'il avait tort et que Doom serait possible sur Amiga. D'autres estimaient que si Doom était hors de portée, Wolfenstein 3D pourrait au moins être jouable. Mais en 1994, John Carmack n'avait pas tort. À moins d'avoir un Amiga haut de gamme coûtant plusieurs milliers de dollars, le matériel n'était tout simplement pas conçu pour faire tourner des FPS en 3D texturés comme Doom. Même si id Software avait investi pour porter Doom ou Wolfenstein sur Amiga, cela n'aurait touché qu'une infime partie des utilisateurs capables de faire tourner ces jeux à l'époque. Mais à ce moment-là, l'Amiga 1200 était la norme, et le débat était clos. Les développeurs et les éditeurs savaient bien que Doom n'arriverait jamais sur Amiga, et encore moins Wolfenstein 3D de la part de Carmack et id Software. Pendant les années qui ont suivi, l'Amiga a vu fleurir une multitude de clones de Doom. Dire ça est un peu trompeur, mais c'est le meilleur terme pour décrire ces jeux. La plupart utilisaient du recasting. Loom, par exemple, était techniquement impressionnant et tournait à des vitesses correctes sur un Amiga 200 standard avec mémoire supplémentaire. Il était scalable et fonctionnait bien sur pratiquement n'importe quelle configuration, même en tirant parti des cartes graphiques retargetables. Gloom 3 a apporté beaucoup d'améliorations au moteur Gloom, et la série est devenue assez populaire sur Amiga. Là encore, elle était scalable et utilisait les cartes accélératrices et retargetables. Elle tournait pas mal quelle que soit ta config, même si ça signifiait réduire l'écran à la taille d'un timbre-poste. Team 17 a ensuite sorti Alienbot, le premier jeu à proposer un rendu 3D en 1995. Pour moi, ce jeu offre la meilleure impression de Wolfenstein ou de clone de Doom, bien au-delà de tout autre titre que j'ai joué sur Amiga. Il est aussi rapide, mais la taille de la fenêtre fait à peine celle d'un timbre-poste, et les graphismes sont vraiment très pixelisés. Team 17 enchaînera plus tard avec Alienbot 3D2, mais celui-ci est bien plus ambitieux, avec un éclairage assez cool. Mais il faut impérativement une Amiga 680-40 avec une carte RTG. Breathless est probablement l'un des clones de Doom les plus impressionnants techniquement sur Amiga. Sorti en 1995, il tourne bien sur une Amiga 1200 standard avec de la RAM rapide et s'adapte très bien sur un processeur 0.30 rapide ou plus. Le problème, ce qu'on découvrira avec beaucoup de ces clones, c'est que le gameplay n'est pas vraiment amusant. Les ennemis sont répétitifs et les environnements manquent d'atmosphère. Les déplacements sont excellents, mais trop lents. Pour moi, c'est surtout une belle démo technique, parfois livrée avec des cartes accélérateurs à l'époque. Genetic Species est probablement le clone de Wolfenstein 3D en recasting le plus beau que j'ai vu depuis longtemps. C'est un jeu de tir 3D bien fait et très atmosphérique. L'éclairage est particulièrement réussi pour un FPS Amiga de 1998. Il tourne même correctement sur une Amiga standard avec seulement 4 mégaoctets de RAM et plutôt bien avec une carte accélérateur. Le gameplay en lui-même reste banal, c'est exactement ce qu'on attend, tirer sur les ennemis, trouver des cartes clés et chercher la sortie. Pierce est un clone de Doom sorti en 1995, techniquement solide. Il utilise un moteur 3D avancé avec niveau, escalier, pente et eau. Ça tournait bien sur un Amiga avec accélérateur, mais les développeurs ont vraiment joué de manière originale avec la perspective de la caméra. On a presque l'impression de jouer à un jeu d'arcade Sega ou un super scaler plutôt qu'à un FPS classique. Pourtant, Wolfenstein 3D n'a pas été copié que par les jeux commerciaux. La communauté Amiga s'y est aussi mise. Voici Text Demo 5, créé par John Hendricks. C'est une simple démo qui montre des murs et des sols texturés sur un Amiga équipé d'un processeur de classe 6680-30. Elle permet d'utiliser plusieurs textures pour les murs et le sol peut même être à n'importe quelle hauteur. Bien sûr, ces projets étaient très ambitieux, mais ils restaient loin de Wolfenstein 3D et encore plus de Doom. En 1997, le code source de Doom a été publié le 23 décembre. L'Amiga a enfin pu profiter de Doom. Doom est la meilleure version disponible sur Amiga et elle fonctionne plutôt bien.
Mais si on parle de performance, les tests montrent environ 5 images par seconde en fenêtre complète avec des détails élevés sur un 680-30. Donc, sur une machine 680-30 à 28 ms, l'Amiga peut atteindre jusqu'à 30 images par seconde et environ 10 fps à 50 ms. Pour conclure, Wolfenstein 3D est enfin sorti sur Amiga avec la dernière version connue, AmiWolf 3D. Sortie en 2022, elle est très bien optimisée et ne nécessite qu'un Amiga 1200 standard avec au moins 1 mégaoctet de mémoire supplémentaire. Pour moi, c'est clair. L'Amiga 1200, la CD32 et le chipset AGA n'étaient pas les améliorations que les gens attendaient. Ils voulaient plus. Mais en réalité, ce n'est pas Doom qui a tué l'Amiga, mais bien Wolfenstein. Déjà en 1992, les graphismes informatiques évoluaient rapidement, et aucune des machines de Commodore ne pouvait suivre. L'architecture de l'Amiga, vieille de 7 ans, était inutile pour ce genre de jeu FS. Les développeurs le savaient bien, même s'ils ont essayé de rendre le jeu très divertissant. Du coup, ils ont dû improviser des solutions à eux. Quand Doom est sorti en 1993, l'Amiga était déjà morte. Mais il y a un dénouement heureux. En fait, on peut lancer un FPS rapide sur une Amiga normale, sans booster le processeur. John Carmack aurait donc eu tort depuis toutes ces années. Voici Grind, un jeu encore en développement qui affiche un FPS très fluide entre 25 et 30 images par seconde sur une Amiga standard avec de la mémoire rapide. Il promet des performances identiques sur une Amiga 500 basique avec un peu plus de mémoire. C'est de la magie technique pure. Si Grind était sorti en 1992 en tant que produit commercial, il se serait vendu comme des petits pains. Grind est de ces jeux qui me donnent vraiment envie de jouer, il a l'air magnifique. Wolfenstein et Doom n'ont jamais eu de version commerciale sur Amiga, mais Quake, étonnamment, en a une. Kickboom Software a porté le jeu sur Amiga, c'est une version très fidèle de l'original PC avec toutes les fonctionnalités, mais il faut un processeur très rapide. Un 680-60 est recommandé pour dépasser les 15 images par seconde en plein écran. Le jeu profite aussi du chipset PowerPC et des cartes accélérateurs de l'Amiga, si on a les moyens d'acheter une carte ou une carte mère PowerPC haut de gamme. Alors, Wolfenstein a-t-il tué l'Amiga? La réponse dépend de ton interprétation. Il y a d'autres facteurs, bien sûr, qu'on n'a pas vraiment abordés. Le piratage logiciel, la mauvaise gestion de Commodore et cet AGA chipset, une mise à niveau qui était loin d'être à la hauteur. Mais pour beaucoup de gamers qui possédaient un Amiga, dès qu'ils ont vu Wolfenstein 3D tourner sur PC, tout a été fini. Le paysage du jeu vidéo sur ordinateur avait changé, le 2D n'était plus populaire. Tout tournait autour des FPS en 3D texturé. Avec ça, on s'arrête là pour cet épisode aujourd'hui. J'aime retourner sur l'histoire de l'Amiga, c'est une véritable excursion nostalgique pour moi, sous bien des aspects. Que Wolfenstein ait tué l'Amiga ou pas, je veux lire vos avis dans les commentaires, on en reste là. Merci beaucoup d'avoir regardé, si ça vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like. Rendez-vous au prochain épisode, salut!